Le dossier 113, partie 10 du livre audio, chapitre 21. Pendant plus d'une heure après le départ de Raoul, Madame Fauvel était restée plongée dans cet état d'engourdissement voisin de l'insensibilité absolue qui suit également les grandes crises morales et de violentes douleurs physiques. Peu à peu, cependant, elle revint au sentiment de la situation présente, et avec la faculté de penser, la faculté de souffrir lui revenait. Elle comprenait maintenant qu'elle avait été dupe d'une odieuse comédie. Raoul l'avait torturée de sang-froid, avec préméditation, se faisant un jeu de ses souffrances, spéculant sur sa tendresse. Mais Prosper avait-il, oui ou non, secondé le vol dont Raoul venait de la rendre complice ? Pour Madame Fauvel, tout était là. Ce qu'elle avait su de la conduite de Prosper rendait vraisemblable l'assertion de Raoul, et, toujours aveuglée, elle aimait à attribuer à un autre qu'à son fils la première idée du crime. On lui avait dit que Prosper aimait une de ces créatures qui fondent les patrimoines au feu de caprices étranges et pervertissent les meilleures natures. Dès lors, elle pouvait le supposer capable de tout. Ne savait-elle pas, par expérience, où peut conduire une imprudence ? Pourtant, elle excusait Prosper coupable, et elle s'avouait que sur elle retombait toute responsabilité. Réfléchissant, elle ne savait quel parti prendre, se demandant si elle devait, ou non, se confier à Madeleine. Fatalement inspirée, elle décida que le crime de Raoul resterait son secret. Lors donc que sur les 11 heures, Madeleine revint de soirée, elle ne lui dit rien, et même parvint à dissimuler toute trace de souffrance, assez habilement pour éviter les questions. Son calme ne se démentit pas lorsque rentrèrent M. Fauvel et Lucien. Et pourtant, elle venait d'être saisie de transes affreuses. L'idée pouvait venir au banquier de descendre dans ses bureaux, de vérifier la caisse. Cela lui était arrivé bien rarement, mais enfin, cela lui était arrivé. Comme par un fait exprès, le banquier, ce soir-là, ne parla que de Prosper, du chagrin qu'il éprouvait de le voir se déranger, des inquiétudes qu'il en ressentait, et enfin des raisons qui, selon lui, l'éloignaient de la maison. Par bonheur, pendant qu'il traitait fort mal son caissier, M. Fauvel ne regarda ni sa femme ni sa nièce. Il eût été bien intrigué de leur singulière contenance. Cette nuit, pour Madame Fauvel, devait être et fut un long et intolérable supplice. Dans 6 heures, se disait-elle, dans 3 heures, dans 1 heure, tout sera découvert. Qu'arrivera-t-il ? Le jour vint, la maison s'éveilla. Elle entendit aller et venir les domestiques. Puis, le bruit des bureaux qu'on ouvrait, des employés qui arrivaient, monta jusqu'à elle. Mais quand elle voulut se lever, elle ne le put. Une invincible faiblesse et d'atroces douleurs la rejetèrent sur ses oreillers. Et c'est là, grelottant et cependant baignée des sueurs de l'angoisse, qu'elle attendit le résultat. Elle attendait, penchée sur le bord de son lit, l'oreille au guet, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit. Madeleine, qui venait de la quitter, reparut. L'infortunée était plus pâle qu'une morte. Ses yeux avaient l'éclat du délire. Elle frissonnait comme les feuilles du tremble au vent de l'orage. Madame Fauvel comprit que le crime était découvert. « Tu sais ce qui arrive, n'est-ce pas, ma tante ?» dit Madeleine d'une voix stridente. « On accuse Prosper d'un vol. Le commissaire est là qui va le conduire en prison. » Un gémissement fut la seule réponse de Madame Fauvel. « Je reconnais là, » poursuivait la jeune fille, « la main de Raoul ou du marquis. »« Quoi ? Comment expliquer ? » ?»« Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que Prosper est innocent. Je viens de le voir, de lui parler. Coupable, il n'eût pas osé lever les yeux sur moi. » Madame Fauvel ouvrait la bouche pour tout avouer. Elle n'osa. « Que
Que veulent donc de nous ces monstres ? Disait Madeleine. Quel sacrifice exigeront-ils ? Déshonorer Prosper, mieux valait l'assassiner. Je me serais tue. L'entrée de M. Fauvel interrompit Madeleine. La fureur du banquier était telle qu'à peine il pouvait parler. « Le misérable !» balbutiait-il. « Oser m'accuser, moi ? Laisser entendre que je me suis volé. Et ce marquis de Clamerans qui semble suspecter ma bonne foi. » Alors, sans prendre attention aux impressions des deux femmes, il raconta tout ce qui s'était passé. « Je pressentais cela hier soir, conclut-il. Voilà où mène l'inconduite. » Ce jour-là, le dévouement de Madeleine pour sa tante fut mis à une rude épreuve. La généreuse fille vit traîner dans la boue l'homme qu'elle aimait. Elle croyait à son innocence comme à la sienne même. Elle pensait connaître ceux qui avaient ourdi le complot dont il était victime, et elle n'ouvrit pas la bouche pour le défendre. Cependant, madame Fauvel devinait les soupçons de sa nièce. Elle comprit que la maladie était un indice, et bien que mourante, elle eut le courage de se lever pour le déjeuner. Ce fut un triste repas. Personne ne mangea. Les domestiques marchaient sur la pointe des pieds et parlaient bas, comme dans les maisons où il est arrivé un grand malheur. Sur les 2 heures, M. Fauvel était renfermé dans son cabinet, quand un garçon de recette vint le prévenir que le marquis de Clamerans demandait à lui parler. « Quoi ?» s'écria le banquier. « Il ose !» Mais il réfléchit et ajouta « Qu'on le prie de monter !» Ce nom seul de Clamerans avait suffi pour réveiller les colères mal apaisées de M. Fauvel. Victime d'un vol le matin, sa caisse se trouvant vide en face d'un remboursement, il avait pu imposer silence à son ressentiment. À cette heure, il se promettait bien, il se réjouissait de prendre sa revanche. Mais le marquis ne voulait pas monter. Bientôt le garçon de recette apparut, annonçant que cet importun visiteur tenait, pour des raisons majeures, à parler à M. Fauvel dans ses bureaux. « Qu'est-ce que cette exigence nouvelle ?» s'écria le banquier. Et aussi irrité que possible, ne voyant nul motif de se contenir, il descendit. M. de Clamerans attendait, debout, dans la première pièce, celle qui précède la caisse. M. Fauvel alla droit à lui. « Que désirez-vous encore, monsieur ?» demanda-t-il brutalement. « On vous a payé, n'est-ce pas ? J'ai votre reçu. » À la grande surprise de tous les employés et du banquier lui-même, le marquis ne sembla ni ému ni choqué de l'apostrophe. « Vous êtes dur pour moi, monsieur, » répondit-il, d'un ton de déférence étudié, sans humilité cependant, « mais je l'ai mérité. C'est même pour cela que je suis venu. Un galant homme souffre toujours quand il s'est mis dans son tort. C'est là mon cas, monsieur, et je suis heureux que mon passé me permette de l'avouer hautement sans risquer d'être taxé de faiblesse. Si j'ai insisté pour vous parler ici et non dans votre cabinet, c'est qu'ayant été parfaitement inconvenant devant vos employés, c'est devant eux que je vous prie d'agréer mes excuses. » La conduite de Clamerans était si inattendue, elle contrastait tellement avec ses hauteurs accoutumées, que c'est à peine si le banquier trouva au service de son étonnement quelques paroles banales. « Oui, en effet, je l'avoue, vos insinuations, certains doutes. » « Ce matin, poursuivit le marquis, j'ai eu un moment d'excessif dépit, dont je n'ai pas été le maître. Mes cheveux grisonnent, c'est vrai, mais quand je suis en colère, je suis violent et inconsidéré comme à 20 ans. Mes paroles, croyez-le, ont trahi ma pensée intime, et je les regrette amèrement. » Monsieur Fauvel, très emporté lui-même et excellent en même temps, devait mieux que tout autre apprécier la conduite de Clamerans et en être touché. D'ailleurs, une longue vie de scrupuleuse probité ne saurait être atteinte par un propos inconsidéré. Devant des explications si loyalement données, sa rancune ne tint pas. Il tendit la main à Clamerans en disant « Que tout soit oublié, monsieur. » Ils s'entretinrent amicalement quelques minutes. Clamerans expliqua pourquoi il avait eu un si pressant besoin de ses fonds et, en se retirant, il annonça qu'il allait faire demander à madame Fauvel la permission de lui présenter ses hommages.
Ce sera peut-être indiscret, fit-il, avec une nuance visible d'hésitation, après le chagrin qu'elle a dû éprouver ce matin. Oh, il n'y a pas d'hésitation, répondit le banquier. Je crois même que causer un peu la distraira, et moi, je suis forcé de sortir pour cette funeste affaire. Madame Fauvel était alors dans le petit salon où, la veille, Raoul l'avait menacée de se tuer. De plus en plus souffrante, elle était à demi couchée sur un canapé, et Madeleine était près d'elle. Lorsque le domestique annonça M. Louis de Clameren, elles se dressèrent toutes deux, épouvantées comme par une effroyable apparition. Lui avait eu le temps, en montant l'escalier, de composer son visage. Presque gai en quittant le banquier, il était maintenant grave et triste. Il salua, on lui montra un fauteuil, mais il refusa de s'asseoir. « Vous m'excuserez, mesdames, commença-t-il, d'oser troubler votre affliction, mais j'ai un devoir à remplir. » Les deux femmes se taisaient. Elles paraissaient attendre une explication. Alors il ajouta en baissant la voix. « Je sais tout. » D'un geste, madame Fauvel essaya de l'interrompre. Elle comprenait qu'il allait révéler le secret caché à sa nièce. Mais Louis ne voulut pas voir ce geste. Il ne semblait s'occuper que de Madeleine, qui lui dit « Expliquez-vous, monsieur. » « Il n'y a qu'une heure, répondit-il, que je sais comment, hier soir, Raoul, recourant aux plus infâmes violences, s'est fait livrer par sa mère la clé de la caisse et a volé 350 000 francs. » La colère et la honte empourprèrent à ces mots les joues de Madeleine. Elle se pencha sur sa tante et lui saisissant les poignets, qu'elle secoua. « Est-ce vrai, cela ?» demanda-t-elle d'une voix sourde. « Est-ce vrai ?» « Hélas !» gémit madame Fauvel anéantie. Madeleine se releva, confondue de tant d'indignes faiblesses. « Et tu as laissé accuser Prosper !» s'écria-t-elle. « Tu le laisses déshonorer ? Il est en prison. » « Pardon, » murmura madame Fauvel. « J'ai eu peur. Il voulait se tuer. Puis, tu ne sais pas. Prosper et lui étaient d'accord. »« Oh !» s'écria Madeleine, révoltée. « On t'a dit cela, et tu as pu le croire !» Clameren jugea le moment d'intervenir. « Malheureusement, dit-il d'un air navré, madame votre tante ne calomnie pas monsieur Berthommy. »« Des preuves, monsieur, des preuves !»« Nous avons l'aveu de Raoul. »« Raoul est un misérable. » Je ne le sais que trop, mais enfin, qui a révélé le mot ? Qui a laissé l'argent en caisse ? Monsieur Berthommy, incontestablement. Ces objections ne parurent nullement toucher Madeleine. « Et maintenant, dit-elle, sans prendre la peine de cacher un mépris qui allait jusqu'au dégoût, savez-vous ce qu'est devenu l'argent ? » Il n'y avait pas à se méprendre au sens de cette question. Soulignée d'un regard écrasant, elle signifiait « Vous avez été l'instigateur du vol, et vous êtes le receleur. » Cette sanglante injure d'une jeune fille qu'il aimait à ce point que lui, le bandit si prudent, il risquait pour elle les produits de ses crimes, atteignit si bien Clameren qu'il devint livide. Mais son thème était trop nettement arrêté pour qu'il pût être déconcerté. « Un jour viendra, mademoiselle, reprit-il, où vous regretterez de m'avoir traité si cruellement. La signification exacte de votre question, je l'ai comprise. Or, ne prenez pas la peine de nier. »« Mais je ne nie rien, monsieur. »« Madeleine, » murmura madame Fauvel, qui tremblait en voyant attiser ainsi les passions mauvaises de l'homme qui tenait sa destinée entre ses mains. « Madeleine, pitié !»« Oui, » fit tristement Clameren, « mademoiselle est impitoyable. Elle punit cruellement un homme d'honneur, dont le seul tort est d'avoir obéi aux dernières volontés d'un frère mourant. Et si je suis ici, cependant, c'est que je suis de ceux qui croient à la solidarité de tous les membres d'une famille. » Il sortit lentement des poches de côté de son paletot plusieurs liasses de billets de banque et les déposa sur la cheminée. « Raoul, prononça-t-il, a volé 350 000 francs. Voici cette somme.
C'est plus de la moitié de ma fortune. De grand cœur, je donnerai ce qu'il me reste pour être sûr que ce crime sera le dernier. » Trop inexpérimentée pour pénétrer le plan si audacieux et si simple de Clamerant, Madeleine restait interdite. Toutes ses prévisions étaient déroutées. Madame Fauvel, au contraire, accepta cette restitution comme le salut. « Merci, monsieur, dit-elle en prenant les mains de Clamerant. « Merci, vous êtes bon. » Un rayon de la joie qu'il ressentit éclaira les yeux de Louis, mais il triomphait trop tôt. Une minute de réflexion avait rendu à Madeleine toute sa défiance. Elle trouvait ce désintéressement trop beau pour un homme qu'elle estimait incapable d'un sentiment généreux, et l'idée lui vint qu'il devait cacher un piège. « Que ferons-nous de cet argent ?» demanda-t-elle. « Vous le rendrez à monsieur Fauvel, mademoiselle. »« Nous, monsieur ? Et comment ? Restituer, c'est dénoncer Raoul, c'est-à-dire perdre ma tante ? Reprenez votre argent, monsieur. » Clamerant était bien trop fin pour insister. Il obéit et sembla disposé à se retirer. « Je comprends votre refus, dit-il. À moi de trouver un moyen. Mais je ne me retirerai pas, mademoiselle, sans vous dire combien votre injustice m'a pénétré de douleur. Peut-être, après la promesse que vous m'avez daigné faire, pouvais-je espérer un autre accueil. Je tiendrai ma promesse, monsieur. Mais quand vous m'aurez donné des garanties, pas avant. » « Des garanties ? Et lesquelles ? De grâce, parlez. » « Qui me dit qu'après mon mariage, Raoul ne viendra pas de nouveau menacer ma mère ? Que sera ma dot pour un homme qui, en 4 mois, a dissipé plus de 100 000 francs ? Nous faisons un marché, je vous donne ma main en échange de l'honneur et de la vie de ma tante. Avant de rien conclure, je dis donc, où sont vos garanties ? » « Oh, je vous en donnerai de telles, » s'écria Clamerant, « qu'il vous faudra bien reconnaître ma bonne foi. Hélas, vous doutez de mon dévouement. Que faire pour vous le prouver ? Faut-il essayer de sauver monsieur Berthommy ? » « Merci de votre offre, monsieur, » répondit dédaigneusement Madeleine. « Si Prosper est coupable, qu'il périsse. S'il est innocent, Dieu le protégera. » Madame Fauvel et sa nièce se levèrent. C'était un congé. Clamerant se retira. « Quel caractère, disait-il, quelle fierté, me demander des garanties. Ah, si je ne l'aimais pas tant, mais je l'aime, et je veux voir cette orgueilleuse à mes pieds. Elle est si belle, ma foi, tant pis pour Raoul. » Clamerant n'avait jamais été plus irrité. L'énergie de Madeleine, que ses calculs ne prévoyaient pas, venait de faire manquer le coup de théâtre sur lequel il avait compté et déconcerté ses savantes prévisions. Il avait trop d'expérience pour se flatter désormais d'intimider une jeune fille si résolue. Il comprenait que, sans avoir pénétré ses desseins, sans saisir le sens de ses manœuvres, elle était assez sur ses gardes pour n'être ni surprise ni trompée. De plus, il était patent qu'elle allait dominer madame Fauvel de toute la hauteur de sa fermeté, l'animer de sa hardiesse, lui souffler ses préventions et enfin la préserver de défaillances nouvelles. Juste au moment où Louis croyait gagner en se jouant, il trouvait un adversaire. C'était une partie à recommencer. Il était clair que Madeleine était résignée à se dévouer pour sa tante, mais il était certain aussi qu'elle était déterminée à ne se sacrifier qu'à bon escient et non à tout hasard sur la foi de promesses aléatoires. Or, comment lui donner les garanties qu'elle demandait ? Quelles mesures prendre pour mettre ostensiblement et définitivement madame Fauvel à l'abri des entreprises de Raoul ? Certes, une fois Clamerant marié, Raoul devenu riche, madame Fauvel ne devait plus être inquiétée. Mais comment le prouver ? Le démontrer à Madeleine ? La connaissance exacte de toutes les circonstances de l'ignoble et criminelle intrigue l'aurait rassuré sur ce point. Mais était-il possible de l'initier à tous les détails, avant le mariage surtout ? Évidemment, non. Alors, quelle garantie donner ? Longtemps Clamerant étudia la question sous toutes ses faces, s'ingéniant et épuisant toutes les forces de son esprit alerte. Il ne trouvait rien, pas une transaction possible, pas un expédient.
Mais il n'était pas de ces natures hésitantes qu'un obstacle arrête des semaines entières. Quand il ne pouvait dénouer une situation, il la tranchait. Raoul le gênait. Il se jura que, de façon ou d'autre, il se débarrasserait de ce complice devenu si gênant. Pourtant, se défaire de Raoul, si défiant, si fin, n'était pas chose aisée. Mais cette considération ne pouvait faire réfléchir Clameran. Il était aiguillonné par une de ces passions que l'âge rend terribles. Plus il était certain de la haine et du mépris de Madeleine, plus, par une inconcevable et cependant fréquente aberration de l'esprit et des sens, il l'aimait, il la désirait, il la voulait. Cependant, une lueur de raison éclairant encore son cerveau malade, il décida qu'il ne brusquerait rien. Il sentait qu'avant d'agir, il devait attendre l'issue de l'affaire de Prosper. Puis, il souhaitait revoir madame Fauvel ou Madeleine, qui, croyait-il, ne pouvait tarder à lui demander une entrevue. Sur ce dernier point, il se faisait encore illusion. Jugeant froidement et sainement les derniers actes des deux complices, Madeleine se dit que, pour le moment, il n'irait pas plus loin. Elle comprenait, à cette heure, que la résistance n'eût certes pas été plus désastreuse qu'une lâche soumission. Elle se résolut donc à assumer la pleine et entière responsabilité des événements, assez sûre de sa bravoure pour tenir tête à Raoul aussi bien qu'à Louis de Clameran. Madame Fauvel résisterait, elle n'en doutait pas, mais elle se proposait d'user, d'abuser à la rigueur de son influence, pour lui imposer, dans son intérêt même, une attitude plus ferme et plus digne. C'est pourquoi, après la demande de Clameran, les deux femmes, décidées à attendre leurs adversaires, à les voir venir, ne donnèrent plus signe de vie. Cachant sous une indifférence assez bien jouée le secret de leurs angoisses, elles renoncèrent à aller au renseignement. Par M. Fauvel, elles apprirent successivement le résultat des interrogatoires de Prosper, ses dénégations obstinées, les charges qui s'élevaient contre lui, les hésitations du juge d'instruction, et enfin sa mise en liberté, faute de preuves suffisantes, ainsi que le spécifiait l'arrêt de non-lieu. Depuis la tentative de restitution de Clameran, madame Fauvel ne doutait pas de la culpabilité du caissier. Elle n'en disait mot, mais intérieurement elle l'accusait d'avoir séduit, entraîné, poussé au crime Raoul, ce fils qu'elle ne pouvait prendre sur elle de cesser d'aimer. Madeleine, bien au contraire, était sûre de l'innocence de Prosper. Si sûre qu'ayant su qu'il allait être libre, elle osa demander à son oncle, sous prétexte d'une bonne œuvre, une somme de 10 000 francs qu'elle fit parvenir à ce malheureux, victime de fausses apparences, et qui, d'après tout ce qu'elle avait entendu dire, devait se trouver sans ressources. Si dans la lettre qu'elle joignit à cet envoi, lettre découpée dans son paroissien, elle conseillait à Prosper de quitter la France, c'est qu'elle n'ignorait pas qu'en France l'existence lui deviendrait impossible. De plus, Madeleine était alors persuadée qu'un jour ou l'autre il lui faudrait épouser Clameran, et elle préférait savoir loin, bien loin d'elle, l'homme qu'autrefois elle avait distingué et choisi. Et pourtant, au moment de cette générosité que désapprouvait madame Fauvel, ces deux pauvres femmes se débattaient au milieu d'inextricables difficultés. Les fournisseurs, dont Raoul avait dévoré l'argent et qui, pendant longtemps, avaient fait crédit, insistaient pour qu'on acquittât leurs factures. D'un autre côté, Madeleine et sa tante, qui, tout l'hiver, s'étaient abstenues de sortir pour éviter des dépenses de toilette, allaient se trouver obligées de paraître au bal que préparaient messieurs Jean Didier, des amis intimes de M. Fauvel. Comment paraître à ce bal, qui, pour comble de malheur, était un bal travesti, et où prendre de l'argent pour les costumes? Car elles en étaient là, dans leur inexpérience des vulgaires et cependant atroces difficultés de la vie. Ces femmes qui ignoraient ce qu'est la gêne, qui toujours avaient marché les mains pleines d'or. Il y avait 1 an qu'elle n'avait payé la couturière. Elle lui devait une certaine somme. Consentirait-elle à faire encore un crédit?
une nouvelle femme de chambre, nommée Palmyre Chocareille, qui entra au service de Madeleine, les tira d'inquiétude. Cette fille, qui semblait avoir une grande expérience des petites misères, qui sont les seules sérieuses, devina peut-être les soucis de ses maîtresses. Toujours est-il que, sans en être priée, elle indiqua une couturière très habile, qui débutait, qui avait des fonds, et qui serait trop heureuse de fournir tout ce qu'il faudrait, et encore d'attendre pour le paiement, récompensé d'avance par cette certitude que la clientèle des dames Fauvel la ferait connaître et lui amènerait d'autres pratiques. Mais ce n'était pas tout. Ni madame Fauvel, ni sa nièce ne pouvaient se rendre à ce bal sans un bijou. Or, toutes leurs parures, sans exception, avaient été prises et engagées au mont-de-piété par Raoul, qui avait gardé les reconnaissances. C'est alors que Madeleine eut l'idée d'aller demander à Raoul d'employer au moins une partie de l'argent volé à dégager les bijoux arrachés à la faiblesse de sa mère. Elle s'ouvrit de ce projet à sa tante en lui disant « Assigne un rendez-vous à Raoul, il n'osera te refuser, et j'irai. » Et en effet, le surlendemain, la courageuse fille prit un fiacre et, malgré un temps épouvantable, se rendit au Vésinet. Elle ne se doutait pas alors que M. Verduret et Prosper la suivaient et que, hissés sur une échelle, ils étaient témoins de l'entrevue. Cette tentative hardie de Madeleine fut d'ailleurs inutile. Raoul déclara qu'il avait partagé avec Prosper, que sa part à lui était dissipée et qu'il se trouvait sans argent. Même, il ne voulait pas rendre les reconnaissances, et il fallut que Madeleine insistât énergiquement pour s'en faire donner 4 ou 5, d'objets indispensables et d'une valeur minime. Ce refus, Clameran l'avait ordonné, imposé. Il espérait que dans un moment de détresse suprême, on s'adresserait à lui. Raoul avait obéi, mais seulement après une altercation violente dont Joseph Dubois, le nouveau domestique de Clameran, avait été témoin. C'est que les deux complices étaient alors au plus mal ensemble. Clameran cherchait un moyen, sinon honnête, au moins peu dangereux, de se défaire de Raoul, et le jeune bandit avait comme un pressentiment des amicales intentions de son compagnon. Seule la certitude d'un grand danger pouvait les réconcilier, et cette certitude, ils l'eurent au bal de messieurs Jean Didier. Quel était ce mystérieux paillasse qui, après ses transparentes allusions au malheur de madame Fauvel, avait dit à Louis d'un ton si singulier « Je suis l'ami de votre frère Gaston ». Ils ne pouvaient le deviner, mais ils reconnurent si bien un ennemi implacable qu'au sortir du bal, ils essayèrent de le poignarder. L'ayant suivi, ayant été dépistés, ils furent épouvantés. « Prenons garde », avait murmuré Clameran. « Nous ne saurons que trop tôt quel est cet homme. » Raoul, alors, avait essayé de le décider à renoncer à Madeleine. « Non !» s'était-il écrié. « Je l'aurai ou je périrai !» Il pensait que, prévenus, il serait difficile de les prendre. C'est qu'ils ignoraient quel homme était sur leurs traces. Le dénouement. Chapitre 22. Tels sont les faits qui, avec une science presque invraisemblable d'investigation, avaient été recueillis et coordonnés par ce gros homme à figure réjouie qui avait pris Prosper sous sa protection, M. Verduret. Arrivé à Paris à 9 heures du soir, non par le chemin de fer de Lyon, ainsi qu'il l'avait annoncé, mais par le chemin de fer d'Orléans, M. Verduret s'était aussitôt rendu à l'hôtel du Grand Archange, où il avait trouvé le caissier l'attendant, dévoré d'impatience. « Ah, vous allez en entendre de belles, » lui avait-il dit. « Et vous allez voir jusqu'où, parfois, il faut remonter dans le passé pour trouver les causes premières d'un crime. Tout se tient et s'enchaîne ici-bas. Si Gaston de Clameran n'était pas allé, il y a 20 ans, prendre une demi-tasse dans un petit café de Jarnègue à Tarascon, on n'aurait pas volé votre caisse il y a 3 semaines. Valentine de la Verberie a payé en 1866 les coups de couteau donnés pour l'amour d'elle vers 1840. Rien ne se perd ni ne s'oublie. Au surplus, écoutez. » Et tout aussitôt, il s'était mis à compter.
s'aidant de ses notes et du volumineux manuscrit qu'il avait rédigé. Depuis une semaine, M. Verduret n'avait peut-être pas pris en tout 24 heures de repos, mais il n'y paraissait guère. Ses muscles d'acier bravaient les fatigues, et les ressorts de son esprit étaient trop solidement trempés pour s'affaisser jamais. Un autre eût été brisé. Lui se tenait debout et comptait avec cette verve entraînante qui lui était particulière, jouant pour ainsi dire le drame dont il déroulait les péripéties, s'attendrissant ou se passionnant, entrant, pour parler comme au théâtre, dans la peau de chacun des personnages qu'il mettait en scène. Prosper, lui, écoutait, ébloui de cette surprenante lucidité, de cette faculté merveilleuse d'exposition. Il écoutait, et il se demandait si ce récit qui expliquait les événements jusque dans les moindres circonstances, qui analysait des sensations fugitives, qui rétablissait des conversations qui avaient dû être secrètes, n'était pas un roman bien plus qu'une relation exacte. Certes, toutes ces explications étaient ingénieuses, séduisantes, comme probabilité, strictement logiques, mais sur quoi reposaient-elles ? N'était-elle pas le rêve d'un homme d'imagination ? M. Verduret mit longtemps à tout dire. Il était près de 4 heures du matin quand, ayant terminé, il s'écria avec l'accent du triomphe. « Et maintenant, ils sont sur leur garde. Ils sont bien fins, mais je m'en moque, je les tiens. Ils sont à nous. Avant 8 jours, ami Prosper, vous serez réhabilité. Je l'ai promis à votre père. » « Est-ce possible ?» murmurait le caissier dont toutes les idées étaient bouleversées. « Est-ce possible ?»« Quoi ? Tout ce que vous venez de m'apprendre. » M. Verduret bondit en homme peu habitué à voir ses auditeurs douter de la sûreté de ses informations. « Si c'est possible, s'écria-t-il, mais c'est la vérité même, la vérité prise sur le fait et exposée toute palpitante. »« Quoi ? De telles choses peuvent se passer à Paris, au milieu de nous, sans que... » « Parbleu, interrompit le gros homme, vous êtes jeune, mon camarade, il s'en passe bien d'autres, et vous ne vous en doutez guère. Vous ne croyez, vous, qu'aux horreurs de la cour d'assises. Peu, on ne voit au grand jour de la gazette des tribunaux que les mélodrames sanglants de la vie. Et les acteurs, d'immondes scélérats, sont lâches comme le couteau ou bêtes comme le poison qu'ils emploient. C'est dans l'ombre des familles, souvent à l'abri du code, que s'agite le drame vrai, le drame poignant de notre époque. Les traîtres y ont des gants, les coquins s'y drapent de considération, et les victimes meurent désespérées, le sourire aux lèvres. Mais c'est banal, ce que je vous dis là. Et vous vous étonnez. Je me demande comment vous avez pu découvrir toutes ces infamies. Le gros homme eut un large sourire. « Hé hé !» fit-il d'un air content de soi. « Quand je me donne à une tâche, je m'y applique tout entier. Notez bien ceci. Un homme d'intelligence moyenne qui concentre toutes ses pensées, toutes les impulsions de sa volonté vers un seul but, arrive presque toujours à ce but. De plus, j'ai mes petits moyens à moi. Encore faut-il des indices, et je n'aperçois pas. C'est vrai, pour se guider dans les ténèbres d'une pareille affaire, il faut une lueur, mais la flamme du regard de Clamerant, quand j'ai prononcé le nom de Gaston, son frère, a allumé ma lanterne. De ce moment, j'ai marché droit à la solution du problème comme vers un phare. » Les regards de Prosper interrogeaient et suppliaient. Il eût voulu connaître les investigations de son protecteur, car il doutait encore. Il n'osait croire à ce bonheur qu'on lui annonçait. Une éclatante réhabilitation. « Voyons, fit M. Verduret, vous donneriez bien quelque chose pour savoir comment je suis arrivé à la vérité. »« Oui, je l'avoue, c'est pour moi un tel prodige. » M. Verduret jouissait délicieusement de la stupéfaction de Prosper. Certes, ce n'était pour lui ni un bon juge, ni un amateur distingué. Peu importe, on est toujours flatté d'une admiration sincère, de quelque part qu'elle vienne. « Soit, répondit-il. Je vais vous démontrer mon système. De prodige, il n'y a pas l'ombre. Nous avons travaillé ensemble à la solution du problème. Vous savez donc par quels moyens je suis arrivé à me douter que Clamerant était pour quelque chose dans le crime. De ce moment, avec mes certitudes, la besogne était facile. Qu'ai-je donc fait ?
J'ai placé des gens à moi près des personnes que j'avais intérêt à surveiller. Joseph Dubois chez Clameran, Nina Gypsy près des dames Fauvel. En effet, et j'en suis encore à comprendre comment Nina a consenti à se charger de cette commission. Ceci, répondit M. Verduret, c'est mon secret. Je continue. Ayant de bons yeux et de fines oreilles dans la place, sûr de connaître le présent, j'ai dû m'informer du passé, et je suis parti pour Beaucaire. Le lendemain, j'étais à Clameran, et, du premier coup, je mettais la main sur le fils de Saint-Jean, l'ancien valet de chambre. C'est un brave garçon, ma foi, franc comme l'osier, simple comme la nature, et qui a tout de suite deviné que j'avais besoin d'acheter des garances. Des garances ? Interrogea Prosper, dérouté. Certainement, cela se voyait. Il faut vous dire que je n'avais pas tout à fait l'air que j'ai en ce moment. Lui ayant des garances à vendre, ce qui se voyait aussi, nous sommes entrés en marché. Les débats ont duré toute une journée pendant laquelle nous avons bien bu une douzaine de bouteilles. Au moment du souper, Saint-Jean fils était ivre, comme une bonde, et moi, j'avais acheté pour 900 francs de garance que votre père revendra. Si singulier était l'air de Prosper, que M. Verduret éclata de rire. J'avais risqué 900 francs, poursuivit-il, mais de fil en aiguille, j'avais appris toute l'histoire des Clamerans, les amours de Gaston, sa fuite et aussi la chute du cheval de Louis. Je savais aussi que Louis était revenu il y a 1 an environ, qu'il avait vendu le château à un marchand de biens nommé Fougeroux, et que la femme de cet acheteur, Millonne, avait assigné un rendez-vous à Louis. Le même soir, ayant passé le Rhône, j'arrivai chez cette Millonne. Pauvre femme, son coquin de mari l'a tant battue qu'elle n'est pas bien loin d'être idiote. Je lui ai prouvé que je venais de la part d'un Clameran quelconque, et elle s'est empressée de me conter tout ce qu'elle savait. La simplicité de ses moyens d'investigation confondait Prosper. Dès lors, continuait M. Verduret, les chevaux se débrouillaient. Je tenais le maître-fil. Restait à savoir ce qu'était devenu Gaston. Ah, je n'ai pas eu de peine à retrouver sa trace. La Fourcade, qui est un ami de votre père, m'a appris qu'il s'était fixé à Oloron, qu'il y avait acheté une usine et qu'il y était mort. 36 heures plus tard, j'étais à Oloron. Vous êtes donc infatigable ? Non, mais j'ai pour principe de battre le fer pendant qu'il est chaud. À Oloron, j'ai rencontré Manuel, venu pour y passer quelques jours en se rendant en Espagne, et par lui, j'ai eu la biographie exacte de Gaston et les plus minutieux détails sur sa mort. Par Manuel, j'ai su la visite de Louis, et un aubergiste de la ville m'a appris le séjour à cette époque d'un jeune ouvrier en qui j'ai reconnu Raoul. Mais les conversations, demanda Prosper, ces conversations si précises. Vous croyez que je les ai prises sous mon bonnet, n'est-ce pas ? Erreur. Pendant que je travaillais là-bas, mes aides, ici, ne mettaient pas leurs mains dans le même gant. Se défiant l'un de l'autre, Clameran et Raoul ont été assez ingénieux pour garder les lettres qu'ils s'écrivaient. Ces lettres, Joseph Dubois les a trouvées. Il en a copié la majeure partie. Il a fait photographier les plus décisives et il m'a expédié le tout. De son côté, Nina passait sa vie à écouter aux portes et m'envoyait le résumé fidèle de ce qu'elle entendait. Enfin, j'ai eu chez les Fauvel un dernier moyen d'investigation que je vous révélerai plus tard. C'était net, précis, indiscutable. « Je comprends, » murmurait Prosper. « Je comprends. »« Et vous, mon jeune camarade ?» interrogea M. Verduret. « Qu'avez-vous fait ?» Prosper, à cette question, se troubla et rougit. Mais il comprit que taire son imprudence serait une folie et une mauvaise action. « Hélas, répondit-il, j'ai été fou. J'ai lu dans un journal que Clameran allait épouser Madeleine. »« Et alors ?» insista M. Verduret, devenu inquiet. « J'ai écrit à M. Fauvel une lettre anonyme où je lui donne à entendre que sa femme le trahit pour Raoul. » D'un formidable coup de poing, M. Verduret brisa la table près de laquelle il était assis. « Malheureux !» s'écria-t-il. « Vous avez peut-être tout perdu !» En un clin d'œil, la physionomie du gros homme changea. Sa face joviale prit une expression menaçante. Il s'était levé et il arpentait rageusement la plus belle chambre de l'hôtel du Grand Archange, sans souci des locataires de l'étage inférieur.
Mais vous êtes donc un enfant, disait-il à Prosper, consterné. Un insensé, pis encore, un sot. Monsieur. Quoi? Il se trouve un brave homme qui, lorsque vous vous noyez, se jette à l'eau, et quand il est sur le point de vous sauver, vous vous accrochez à ses jambes pour l'empêcher de nager. Que vous avais-je dit? De me tenir tranquille, de ne pas sortir. Eh bien, le sentiment de ses torts rendait Prosper plus timide que le lycéen auquel son professeur demande compte de ses heures d'études et qui s'excuse. C'était le soir, monsieur, répondit-il. Je souffrais, je me suis promené le long des quais, j'ai cru pouvoir entrer dans un café, on m'a donné un journal, j'ai vu l'épouvantable nouvelle. N'était-il pas arrêté que vous aviez confiance en moi? Vous étiez absent, monsieur. L'annonce de ce mariage m'a bouleversé. Vous étiez loin. On peut être surpris par les événements. Il n'y a d'imprévu que pour les imbéciles, déclara péremptoirement M. Verduret. Écrire une lettre anonyme, savez-vous à quoi vous m'exposez? Vous êtes cause que je manquerai peut-être à une parole sacrée donnée à une des rares personnes que j'estime ici-bas. Je passerai pour un fourbe, pour un lâche, moi qui... Il s'interrompit comme s'il eût craint d'en trop dire, et ce n'est qu'après un certain temps que, devenu relativement calme, il reprit. Revenir sur ce qui est fait est idiot. Tâchons de sortir de ce mauvais pas. Où et quand avez-vous mis votre lettre à la poste? Hier soir, rue du Cardinal Lemoine. Ah, elle n'était pas au fond de la boîte que j'avais déjà des regrets. Il eût mieux valu les avoir avant. Quelle heure était-il? Près de 10 heures. C'est-à-dire que votre poulet est arrivé à M. Fauvel ce matin avec son courrier. Donc il était probablement seul dans son cabinet quand il l'a décacheté et lu. Ce n'est pas probable, c'est sûr. Vous rappelez-vous les termes de votre lettre? Ne vous troublez pas, ce que je vous demande est important. Cherchez. Oh, je n'ai pas besoin de chercher. J'ai les expressions présentes à la mémoire, comme si je venais d'écrire. Il disait vrai, et c'est presque textuellement qu'il récita sa lettre à M. Fauvel. C'est avec l'attention la plus concentrée que l'écoutait M. Verduret, et les plis de son front trahissaient le travail de sa pensée. « Voilà, murmurait-il, une rude lettre anonyme, pour qui n'en fait pas son état. Elle laisse tout entendre, sans rien préciser. Elle est vague, railleuse, perfide. Répétez encore une fois. » Prosper obéit, et sa seconde version ne varia pas. « C'est que tout y est, poursuivait le gros homme, répétant après Prosper les phrases de la lettre. Rien de plus inquiétant que cette allusion au caissier. Ce doute, est-ce aussi lui qui a volé les diamants de Madame Fauvel, est tout simplement affreux. Quoi de plus irritant que cet ironique conseil, à votre place, je ne ferai pas d'esclandre, je surveillerai ma femme. Sa voix s'éteignit. C'est intérieurement qu'il poursuivait son monologue. À la fin, il revint se planter droit, les bras croisés devant Prosper. « L'effet de votre lettre, dit-il, a dû être terrible. Passons. Il est emporté, n'est-ce pas, votre patron? Il est la violence même. Alors le mal n'est peut-être pas irréparable. Quoi? Vous supposez... Je pense que tout homme d'un naturel violent se redoute et n'obéit jamais à un premier mouvement. Là est notre chance de salut. Si au reçu de vos obus, M. Fauvel n'a pas su se contenir, s'il s'est précipité dans la chambre de sa femme en criant « Où sont vos diamants ?» Adieu nos projets. Je connais Madame Fauvel, elle confessera tout. Serait-ce un si grand malheur? Oui, mon jeune camarade, parce qu'au premier mot prononcé haut entre Madame Fauvel et son mari, nos oiseaux s'envoleront. Prosper n'avait pas prévu cette éventualité. Ensuite, continua M. Verduret, ce serait causer à quelqu'un une immense douleur. À quelqu'un que je connais? Oui, mon camarade, et beaucoup. Enfin, je serais désolé de voir filer ces deux gredins sans être absolument édifié à leur endroit. Il me semble pourtant que vous savez à quoi vous en tenir. M. Verduret haussa les épaules. Vous n'avez donc pas senti, demanda-t-il, les lacunes de mon récit? Aucunement. C'est que vous n'avez pas su m'écouter.
Primo, Louis de Clameren a-t-il, oui ou non, empoisonné son frère ? Oui, d'après ce que vous avez dit, j'en suis sûr. Oh, vous êtes plus affirmatif, jeune homme, que je n'ose l'être. Votre opinion est la mienne, mais quelle preuve décisive avons-nous ? Aucune. J'ai, avec une certaine adresse, j'ose le croire, interrogé le docteur C. Il n'a pas eu l'ombre d'un soupçon. Et le docteur C n'est pas un médicastre, c'est un savant homme, un praticien, un observateur. Quels poisons produisent les effets décrits ? Je n'en connais pas, et j'ai pourtant étudié bien des poisons, depuis la digitale de la pommereille jusqu'à l'aconitine de la sauvrésie. Cette mort est arrivée si à propos qu'on ne peut s'empêcher de croire à un crime. C'est vrai, mais le hasard est parfois un merveilleux complice. Voilà le premier point. Secundo, j'ignore les antécédents de Raoul. Est-il donc nécessaire de les connaître ? Indispensable, mon camarade. Mais nous les connaîtrons avant peu. J'ai expédié à Londres un de mes hommes. Un de mes amis, qui est très adroit, Monsieur Palot, et il m'a écrit qu'il tient la piste. Vrai, je ne serais pas fâché de connaître l'épopée de ce jeune gredin sceptique et sentimental qui, peut-être, sans Clameren, serait un brave et honnête garçon. Prosper n'écoutait plus. L'assurance de M. Verduret lui donnait confiance. Déjà, il voyait les vrais coupables sous la main de la justice et il se délectait, par avance, de ce drame de cour d'assises où éclaterait son innocence et où il serait réhabilité avec éclat après avoir été bruyamment déshonoré. Bien plus, il retrouvait Madeleine, car il s'expliquait sa conduite, ses réticences chez la couturière. Il comprenait qu'elle n'avait pas un instant cessé de l'aimer. Ces certitudes de bonheur à venir devaient lui rendre et lui rendaient en effet son sang-froid, perdu depuis le moment où, chez son patron, il avait découvert que la caisse venait d'être volée. Et pour la première fois, il s'étonna de la singularité de sa situation. Les événements qui déconcertent les prévisions humaines ont ceci de remarquable qu'ils bouleversent les idées et les haussent au niveau des plus étranges situations. Prosper, qui s'était simplement étonné de la protection de M. Verduret, de l'étendue de ses moyens d'investigation, en vint à se demander quelles raisons secrètes le faisaient agir. En somme, quels étaient les mobiles du dévouement de cet homme, et quel prix espérait-il de ses services ? Telle fut l'intensité de l'inquiétude du caissier que brusquement il s'écria « Vous n'avez plus le droit, monsieur, de vous cacher de moi. Quand on a rendu à un homme l'honneur et la vie, quand on l'a sauvé, on lui dit qui il doit remercier et bénir. » Arraché brusquement à ses méditations, le gros homme tressaillit. « Oh, fit-il en souriant, vous n'êtes pas tiré d'affaire encore, ni marié, n'est-ce pas ? Ayez donc, pour quelques jours encore, la patience et la foi. » 6 heures sonnèrent. « Bon, s'écria M. Verduret, déjà 6 heures, et moi qui arrivais avec l'espoir de me donner une nuit pleine. Ce n'est pas le moment de dormir. » Il sortit de la chambre et alla se pencher sur la cage de l'escalier. « Madame Alexandre !» cria-t-il. « Hé, Madame Alexandre !» L'hôtesse du Grand Archange, la volumineuse épouse de M. Fanferlot, dit l'écureuil, ne s'était pas couchée. Ce détail frappa Prosper. Elle apparut humble, souriante, empressée. « Qu'y a-t-il pour votre service, messieurs ?» demanda-t-elle. « Il y a, répondit M. Verduret, qu'il me faut, le plus tôt possible, votre Joseph Dubois et aussi Palmyre. Faites-les prévenir. Quand ils arriveront, on m'éveillera, car je vais me reposer un peu. » Madame Alexandre n'était pas au bas de l'escalier que déjà le gros homme s'était sans façon jeté sur le lit de Prosper. « Vous permettez, n'est-ce pas ?» avait-il dit. 5 minutes plus tard, il dormait, et Prosper, étendu sur un fauteuil, se demandait, plus intrigué que jamais, quel était ce sauveur. Il n'était guère que 9 heures lorsqu'un doigt timide frappa 3 petits coups à la porte de la chambre. Si léger qu'eût été le bruit, il suffit pour éveiller M. Verduret, qui sauta à bas du lit en disant « Qui est là ?» Mais déjà Prosper,
qui n'avait pu s'assoupir sur son fauteuil, était allé ouvrir. Joseph Dubois, le domestique du marquis de Clammerans, entra. L'auxiliaire de M. Verduret était essoufflé comme un homme qui a couru, et ses petits yeux de chat étaient plus mobiles et plus inquiets qu'à l'ordinaire. « Enfin, je vous revois, patron !» s'écria-t-il. « Enfin, vous allez me conseiller de nouveau. Vous, absent, je ne savais plus à quel saint me vouer. J'étais comme un pantin dont le fil est cassé. »« Comment ? Toi, tu te laisses démonter ainsi ? Dame, pensez donc ! Je ne savais où vous prendre. Hier, dans l'après-midi, je vous ai expédié 3 dépêches aux adresses que vous m'aviez données, à Lyon, à Beaucaire, à Oloron, et pas de réponse. Je me sentais devenir fou quand on est venu me chercher de votre part. Ça chauffe donc ? C'est-à-dire que ça brûle, patron, et que la place n'est plus tenable, parole d'honneur. » Tout en parlant, M. Verduret avait réparé l'économie de sa toilette, quelque peu dérangée pendant son sommeil. Quand il eut achevé, il se jeta dans un fauteuil, pendant que Joseph Dubois restait respectueusement debout, sa casquette à la main, dans l'attitude du soldat qui va au rapport sans armes. « Explique-toi, mon garçon, » commença M. Verduret, « et lestement, s'il te plaît, pas de phrases. »« Voilà, bourgeois, je ne sais pas quelles sont vos intentions, j'ignore vos moyens d'action, mais il faut en finir, frappez votre dernier coup, vite, très vite. » « C'est votre avis, maître Joseph ? » ?»« Oui, patron, parce que si vous attendez, si vous hésitez, si vous tergiversez, bonsoir la compagnie. Vous ne trouverez plus qu'une cage vide, les oiseaux auront pris leur volée. Vous souriez ? Oui, je sais bien que vous êtes fort, mais ils sont roués, eux aussi. »« Tu ne les as donc pas recommandés là-bas, quand je t'ai écrit ? » ?»« Si, mais ils sont gens à glisser entre les doigts comme une anguille. Ils savent qu'ils ont du monde à leur trousse. »« 1000 diables !» s'écria M. Verduret. « On aura commis quelque maladresse. » Cette conversation était par trop transparente pour ne pas donner beaucoup à réfléchir à Prosper. Aussi écoutait-il de toutes ses forces, tout en notant et la supériorité aisée de M. Verduret et la déférence très sincère, on le sentait, du domestique. « On n'a pas été maladroit, » reprit Joseph. « La défiance de nos gaillards, vous en savez quelque chose, patron, date de loin. Ils se sont doutés de quelque chose le soir où vous vous êtes déguisé en paillasse. Et la preuve, c'est le coup de couteau qu'ils vous ont allongé. Depuis, ils n'ont dormi que d'un œil. Cependant, ils commençaient, je crois, à se rassurer quand, hier, ma foi, la mèche a été décidément éventée. Et c'est pour cela que tu m'envoyais des dépêches ? Naturellement, écoutez la chose. Hier matin, au saut du lit, c'est-à-dire sur les 10 heures, voilà que mon honorable bourgeois s'avise de mettre de l'ordre dans ses paperasses, qui sont renfermées dans un meuble du salon, un meuble à lui, lequel, entre parenthèses, a une serrure qui m'a donné bien du mal. Moi, pendant ce temps-là, je faisais semblant d'arranger le feu, et je le guignais. Patron, cet homme-là a l'œil américain. Du premier coup, il a vu, il a deviné plutôt, qu'on avait touché les damnés papiers. Il est devenu blanc comme un linge, et il a poussé un juron. Mais un juron ? Passons, passons. Soit. Comment s'est-il aperçu de mes petites recherches ? C'est un mystère. Vous savez comme je suis soigneux. J'avais tout remis en ordre avec une légèreté de main, une attention. Alors, voilà que pour se convaincre qu'il ne s'abuse pas, mon marquis se met à examiner toutes les lettres une à une, à les tourner, à les flairer. J'avais envie de lui offrir un microscope. Il n'en avait pas besoin, le gredin. Tout à coup, paf, il se dresse avec des yeux flamboyants, d'un coup de pied, il envoie sa chaise à l'autre bout du salon, et il se précipite sur moi en hurlant. « On est venu ici, on a visité mes papiers, on a photographié la lettre que voici. » Je ne suis pas plus lâche qu'un autre, mais tout mon sang n'a fait qu'un tour. Je me voyais mort, haché, massacré. Même, je me suis dit, Dubois, mon garçon, tu es flambé. Et j'ai pensé à Madame Alexandre. Monsieur Verduret était devenu sérieux. Il réfléchissait, laissant ce bon Joseph analyser et exposer ses sensations personnelles. « Continue, dit-il enfin. J'en ai été quitte pour la peur, patron.
Le scélérat n'a pas osé me toucher. Il est vrai que, plein de prudence, je m'étais mis hors de portée et que nous causions avec la large table qui est au milieu du salon entre nous deux. Tout en me demandant comment il avait découvert le pot aux roses, je me défendais comme un beau diable. Je disais « Ce n'est pas vrai, monsieur, le marquis se trompe, ce n'est pas possible !» Bast, il ne m'écoutait pas. Il brandissait une lettre en me répétant « Cette lettre a été photographiée, et j'en ai la preuve !» Il ne se trompait pas, le cher homme. Et en même temps, il me montrait sur le papier une petite tache jaunâtre. « Sens !» me criait-il. « Sens ! C'est du... » C'est de là. Il m'a dit le nom, je l'ai oublié. C'est, paraît-il, une drogue dont les photographes se servent. Je sais, interrompit M. Verduret. Et après ? Après, patron, nous avons eu une scène. Oh, mais une scène ! Il a fini par m'empoigner au collet et il me secouait comme un prunier pour me faire dire qui je suis, qui je connais, d'où je viens. Est-ce que je sais ? Il m'a fallu lui donner l'emploi de mon temps à 1 minute près, depuis que je suis chez lui. Ce brigand-là a été né pour faire juge d'instruction. Puis, il a fait venir le garçon de l'hôtel chargé de l'appartement et il l'a questionné, mais en anglais, en sorte que, vous comprenez, je n'ai pas compris. À la fin, pourtant, il s'est radouci, et quand le garçon a été parti, il m'a donné une pièce de 20 francs en me disant « Tiens, je suis fâché de t'avoir brusqué. Tu es trop bête pour le métier dont je te soupçonnais. » Il t'a dit cela ? En propres termes, parlant à ma personne. Oui, patron. Et tu crois qu'il le pensait ? Positivement. Le gros homme modula un petit sifflement qui indiquait nettement que telle n'était pas son opinion. Si tu le prends ainsi, prononça-t-il, Clameran avait raison. Tu n'es pas fort. Il était aisé de voir que cet excellent Joseph Dubois grillait d'envie de motiver son avis, cependant il n'osa pas. Dans le fait, répondit-il, tout déconcerté, c'est bien possible. Toujours est-il que, cette affaire arrangée, monsieur le marquis s'est habillé pour sortir. Seulement, il n'a pas voulu de sa voiture, et je lui ai vu prendre un remise dans la cour de l'hôtel. Là, franchement, j'ai bien cru que je ne le reverrais pas de longtemps et qu'il allait se donner de l'air. Erreur. Il m'est revenu sur les 5 heures, gai comme un pinson. Moi, pendant cette absence, j'avais couru au télégraphe. Comment ? Tu ne l'as pas suivi ? Excusez, patron, un de nos amis le filait. Je m'en étais assuré. C'est même par cet ami que je sais ce qu'a fait notre gaillard. Il est allé d'abord chez un agent de change, puis au comptoir d'escompte, puis à la banque. On voit bien que c'est un capitaliste. J'ai idée qu'il a pris ses dispositions pour un petit voyage. Et c'est tout ? De ce côté, oui, patron. D'un autre, il est bon que vous sachiez que nos coquins ont essayé de faire coffrer administrativement, vous m'entendez, mademoiselle Palmyre. Par bonheur, vous aviez prévu le coup et j'avais prévenu là-bas. Sans vous, elle était emballée raide. Il s'arrêta, le nez en l'air, cherchant s'il n'avait pas autre chose encore à dire. Ne trouvant rien, « Et voilà !» s'écria-t-il. « J'ose espérer que monsieur Patrigent va se frotter les mains fermes à ma première visite. Il ne s'attend pas aux détails qui vont grossir son dossier 113. » Il y eut un long silence. Ainsi que l'avait conjecturé ce bon Joseph, l'instant décisif était venu, et M. Verduret dressait son plan de bataille en attendant le rapport de Nina, redevenu Palmyre, lequel devait décider son point d'attaque. Mais Joseph Dubois était impatient et inquiet. « Que dois-je faire maintenant, patron ?» demanda-t-il. « Toi, mon garçon, tu vas retourner à l'hôtel. Ton maître, très probablement, se sera aperçu de ton absence, mais il ne t'en dira rien. Tu continueras donc. » Une exclamation de Prosper, qui se tenait debout près de la fenêtre, interrompit M. Verduret. « Qu'est-ce » demanda-t-il. « Clameran » répondit Prosper. « Là !» D'un bond, M. Verduret et Joseph furent à la fenêtre. « Où le voyez-vous » demandait-il. « Là, au coin du pont, derrière la baraque de cette marchande d'oranges. » Prosper ne s'était pas trompé. C'était bien le noble marquis Louis de Clameran qui, embusqué derrière l'échoppe volante, épiait les allants et les venants de l'hôtel du Grand Archange et attendait son domestique. Il fallut un peu de temps pour s'en assurer,
car le marquis se dissimulait très habilement en aventurier habitué à ces expéditions hasardeuses. Mais un moment vint où, pressé et coudoyé par la foule, il fut obligé de descendre du trottoir. Il parut alors à découvert. « Avais-je raison ?» s'écria le caissier. « Est-il encore possible de douter ?»« Vrai, » murmurait Joseph, convaincu. « C'est à n'y pas croire. » M. Verduret, lui, ne semblait aucunement surpris. « Voilà, dit-il, que le gibier se fait chasseur. Eh bien, Joseph, mon garçon, t'obstines-tu à soutenir que ton honorable bourgeois a été dupe de tes simagrées de jocrisse ? » « Vous m'aviez assuré le contraire, patron, » répondit le bon Dubois du ton le plus humble. « Et après une affirmation de vous, les preuves sont inutiles. »« Au surplus, » continuait le gros homme, « cette manœuvre, si téméraire qu'elle semble, était indiquée. Il sait qu'on est sur lui, cet homme, et tout naturellement, il cherche à connaître ses adversaires. Comprenez-vous combien il doit souffrir de ces incertitudes ? Peut-être s'imagine-t-il que ceux qui le traquent sont tout simplement d'anciens complices très affamés qui voudraient une petite part du gâteau. Il va rester là jusqu'à ce que Joseph ressorte, et alors il viendra aux informations. « Mais je puis sortir sans qu'il m'aperçoive, patron. »« Oui, je sais. Tu franchirais le petit mur qui sépare l'hôtel du Grand Archange de la cour du marchand de vin. De là, tu passerais par le sous-sol du papetier et tu filerais par la rue de la Huchette. » Ce bon Joseph avait la mine impayable d'un brave homme qui, tout à coup, sans savoir d'où, reçoit sur la tête un seau d'eau glacée. « C'est cela même, patron, » bégaya-t-il. « On m'a dit, là-bas, que vous connaissiez comme cela toutes vos maisons de Paris. Est-ce vrai ?» Le gros ami de Prosper ne daigna pas répondre. Il se demandait quel profit immédiat tirer de la démarche de Clameran. Quant au caissier, il écoutait, bouche béante, observant alternativement ces inconnus qui, sans apparence d'intérêt, avec autant de passion que lui-même, s'ingéniaient à gagner la difficile partie dont son honneur, son bonheur, sa vie étaient l'enjeu. « Il y a encore un moyen, » proposa Joseph, qui de son côté avait réfléchi. « Lequel ? Je puis sortir tout bonifacement, les mains dans les poches, et regagner en flânant l'hôtel du Louvre. Et après ? Dame, le Clameran viendra questionner madame Alexandre, et, si vous lui avez fait la leçon, vous savez combien elle est futée. Elle déroutera notre gaillard de telle façon qu'il ne saura plus que penser. »« Mauvais !» prononça péremptoirement M. Verduret. « On ne déroute pas un gaillard si fort compromis, et surtout, on ne le rassure pas. » Le parti du gros homme était arrêté, car de ce ton bref qui n'admet pas de réplique, il reprit. « J'aime mieux. Depuis que Clameran sait que ses papiers ont été explorés, a-t-il vu Lagore ? Non, patron. Il peut lui avoir écrit. Je parierais ma tête à couper que non. D'après vos instructions, ayant à surveiller surtout sa correspondance, j'ai organisé un petit système qui me met en garde dès qu'il touche une plume. Or, depuis 24 heures, les plumes n'ont pas bougé. Clameran est sorti hier une partie de l'après-midi. Il n'a pas écrit en route. L'homme qui le suivait le garantit. « Alors, » s'écria le gros homme, « en avant, en avant. Descends, et plus vite que ça. Je te donne un quart d'heure pour te faire une autre tête, une tête de là-bas, tu sais. Moi, d'ici, je ne perds pas notre gredin de vue. » Sans hésiter, sans un mot dire, le bon Joseph disparut, léger comme un sylphe, et M. Verduret et Prosper restèrent près de la fenêtre, observant Clameran qui, selon les caprices du flux et du reflux de la foule, apparaissait ou disparaissait, mais qui semblait bien déterminé à ne pas abandonner son poste sans avoir obtenu quelques renseignements. « Pourquoi vous attachez ainsi exclusivement au marquis ? » demanda Prosper. « Parce que, mon camarade, répondit M. Verduret, parce que. » Il cherchait une bonne raison à donner, un prétexte spécieux. N'en trouvant pas, il se dépita et ajouta brutalement. « Ceci est mon affaire. » On avait accordé un quart d'heure à Joseph Dubois pour se métamorphoser. 10 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il reparut. Du joli domestique à gilet rouge, à favoris taillés à la bergamie, aux allures à la fois revêches et suffisantes, il ne restait absolument rien.
L'homme qui reparaissait était de ceux dont l'aspect seul est farouche et fait fuir comme des moineaux les plus naïfs filous. Sa cravate noire, roulée en corde autour d'un faux col douteux et orné d'une épingle en faux, sa redingote noire boutonnée très haut, son chapeau gras, ses bottes si merveilleusement cirées qu'une coquette s'y fût mirée, enfin sa lourde canne trahissait l'employé subalterne de la rue de Jérusalem, aussi clairement que le pantalon Garance dénonce le soldat. Joseph Dubois s'évanouissait, et de sa livrée s'échappait, triomphant et radieux, le futé Fanferlot dit l'écureuil. À son entrée, Prosper ne put retenir une exclamation de surprise, presque d'effroi. Il venait de reconnaître ce petit homme qui, le jour où le vol avait été commis, aidait aux perquisitions du commissaire de police. M. Verduret, lui, examinait son auxiliaire d'un air évidemment satisfait. « Pas mal, approuva-t-il. Pas mal. Il s'exhale de toute ta personne un parfum policier à faire frémir un honnête homme. Tu m'as compris. C'est bien ainsi que je te voulais. » Le compliment sembla transporter Dubois Fanferlot. « Maintenant que je suis paré, patron, demanda-t-il, que faire ? Rien de difficile pour un homme adroit. Cependant, note-le bien, de la précision des manœuvres dépend le succès de mon plan. Avant de m'occuper de la Gore, je veux en finir avec Clameran. Or, puisque les gredins sont séparés, il faut les empêcher de se rejoindre. »« Compris, fit Fanferlot en clignant de l'œil. Je vais opérer une diversion. »« Tu l'as dit. Donc, tu vas sortir par la rue de la Huchette et gagner le pont Saint-Michel. Là, tu descendras sur la berge et tu iras te poster sur un des escaliers du quai, bien maladroitement, de telle sorte que Clameran puisse, d'où il est, te découvrir et comprendre que, tandis qu'il épie, il est épié lui-même. S'il ne t'aperçoit pas, tu es assez intelligent pour attirer son attention. Parbleu, je jetterai une pierre dans l'eau. » Ravi de son idée, Dubois Fanferlot se frottait les mains. « Va pour la pierre, » poursuivit M. Verduret. « Dès que Clameran t'aura vu, l'inquiétude l'empoignera et il décampera. Toi, tu le suivras, sottement en apparence, mais avec acharnement. Reconnaissant qu'il a affaire à la police, la peur le prendra et il mettra tout en jeu pour te dépister. C'est ici qu'il te faudra ouvrir l'œil. Il est rusé, le gaillard. Bon, je ne suis pas né d'hier. Tant mieux. Tu le lui prouveras. Ce qui est sûr, c'est que te sentant à ses trousses, il n'osera pas rentrer à l'hôtel du Louvre, craignant d'y trouver des curieux. C'est là, pour moi, le point capital. Mais s'il rentrait, cependant, demanda Fanferlot. Le gros homme parut évaluer l'objection. Ce n'est pas probable, répondit-il. Si, cependant, il avait cette audace, tu le laisserais faire, tu l'attendrais, et, à sa sortie, tu recommencerais à le suivre. Mais il ne rentrera pas. L'idée lui viendrait plutôt de prendre un chemin de fer quelconque. Auquel cas, tu ne le lâcherais pas, dût-il te conduire en Sibérie. As-tu de l'argent ? Je vais en demander à madame Alexandre. Bien, je n'examinerai pas ta note de trop près. Ah, 2 mots encore. Si le gredin prend le chemin de fer, envoie un mot ici. Ensuite, s'il se fait battre jusqu'à ce soir, défie-toi, la nuit venue, des endroits écartés. Le gredin est capable de tout. Puis-je tirer dessus ? Halte là, pas d'enfantillage. Cependant, s'il t'attaquait... Allons, mon garçon, en route. Dubois Fanferlot sortit, M. Verduret et Prosper reprirent leur poste d'observation. « Pourquoi tant de peine ?» murmurait le caissier. « Je n'avais pas contre moi toutes les charges qui accablent Clameran et on n'y a pas mis tant de façon. »« Comment ?» répondit le gros homme. « Vous en êtes encore à comprendre que je veux séparer la cause de Raoul de celle du marquis. Mais chut, regardez. » Clameran avait quitté son poste d'observation pour s'approcher du parapet du pont, et il se promenait comme s'il eût cherché à bien distinguer quelque chose d'insolite. « Ah !» murmura M. Verduret, « il vient de découvrir notre homme. » En effet, l'inquiétude de Clameran était manifeste. Il fit quelques pas comme s'il eût voulu traverser le pont, puis, tout à coup, réfléchissant, il fit volte-face et s'élança dans la direction de la rue Saint-Jacques. « Il est pris !» s'écria joyeusement M. Verduret. Mais au même moment, le bruit de la porte le fit se retourner ainsi que Prosper. Madame Nina Gypsy, c'est-à-dire Palmyre Chocareille, était debout au milieu de la chambre.
Pauvre Nina. Chacun des jours écoulés depuis qu'elles étaient entrées au service de Madeleine avait pesé autant qu'une année sur sa tête charmante. Les larmes avaient éteint la flamme amoureuse de ses grands yeux noirs. Ses joues fraîches avaient pâli et s'étaient creusées. Le sourire s'était glacé sur ses lèvres jadis si provocantes et plus rouges que la grenade entr'ouverte. Pauvre gypsy! Elle, si vive autrefois, si gaie, si remuante, elle était maintenant affaissée sous le poids de chagrins trop lourds pour elle. Après avoir eu toutes les insolences du bonheur, elle était humble comme la misère. Prosper s'imaginait que, folle de la joie de le revoir, toute fière de s'être si noblement dévouée pour lui, Nina allait se jeter à son cou et l'étreindre entre ses bras. Il se trompait. Et, bien que tout entier à Madeleine, depuis qu'il connaissait les raisons de sa dureté, cette déception l'affecta. C'est à peine si madame Gypsy eut l'air de le reconnaître. Elle le salua timidement, presque comme un étranger. Toute son attention se concentrait sur M. Verduret. Les regards qu'elle attachait sur lui avaient cette timidité craintive et aimante du pauvre animal souvent rudoyé par son maître. Lui, cependant, se montrait excellent pour elle, paternel, affectueux. « Eh bien, cher enfant, lui demanda-t-il de sa bonne voix, quel renseignement m'apportez-vous ? » « Il doit y avoir du nouveau à la maison, monsieur, et j'avais hâte de vous prévenir, mais j'étais retenue par mon service, et il a fallu que mademoiselle Madeleine prît la peine de me trouver un prétexte de sortir. »« Vous remercierez mademoiselle Madeleine de sa confiance, » reprit le gros homme, « en attendant que je lui exprime moi-même toute ma reconnaissance. J'imagine que, pour le reste, elle est fidèle à nos conventions. »« Oui, monsieur. »« On reçoit le marquis de Clamerans ? » ?»« Depuis que le mariage est arrêté, il vient tous les soirs, et mademoiselle le reçoit bien. Il a l'air ravi. » Ces assurances, qui renversaient toutes les idées de Prosper, le transportèrent de colère. Le pauvre garçon, qui ne comprenait rien aux manœuvres savantes de M. Verduret, qui se sentait ballotté au gré de volontés inexplicables, se vit tout à coup trahi, bafoué, joué. « Quoi ? S'écria-t-il. « Ce misérable marquis de Clamerans, cet infâme voleur, cet assassin, est admis familièrement chez M. Fauvel ? Il fait sa cour à Madeleine ? Que me disiez-vous donc, monsieur ? De quelles espérances me berciez-vous pour m'endormir ?» D'un geste impérieux, M. Verduret coupa court à ses récriminations. « Assez, dit-il durement. En voilà assez. Vous êtes par trop honnête homme à la fin, mon camarade. Si vous êtes incapable de rien tenter de sérieux pour votre salut, au moins laissez agir, sans les importuner sans cesse de vos puérils soupçons, ceux qui travaillent pour vous. Ne trouvez-vous pas en avoir fait assez pour me gêner ?» Cette leçon donnée, il se retourna vers Gypsy et d'un ton plus doux. « À nous deux, cher enfant, dit-il. Qu'avez-vous appris ?»« Eh, monsieur, rien de positif, malheureusement, rien qui puisse vous fixer, et j'en suis bien désolée, croyez-le. Cependant, mon enfant, vous m'annonciez un événement grave. » Madame Gypsy eut un geste découragé. « C'est-à-dire, monsieur, reprit-elle, que je soupçonne, que je devine quelque chose. Quoi, je ne saurais le dire ni l'exprimer clairement. Peut-être n'est-ce qu'un ridicule pressentiment qui me montre tout sous un aspect extraordinaire. Il me semble que le malheur est sur la maison, que nous touchons à la catastrophe. Impossible de rien tirer de madame Fauvel, désormais. Elle est comme un corps sans âme. Je jurerais d'ailleurs qu'elle se défie de sa nièce, qu'elle se cache d'elle. Et monsieur Fauvel ? J'allais vous en parler, monsieur. Il lui est arrivé un malheur, j'en mettrai ma main au feu. Depuis hier, il n'est plus le même homme. Il va, il vient, il ne tient pas en place. On dirait un fou. Sa voix est toute altérée, si changée que mademoiselle s'en est aperçue et me l'a dit, et que monsieur Lucien, lui aussi, l'a remarqué. Monsieur, que j'ai vu si indulgent, si bon, est devenu brusque, irritable, nerveux. Il a l'air de quelqu'un qui est près d'éclater et qui se contient. Enfin, ses yeux, que j'ai bien observés, ont une expression étrange,
indéfinissable, et qui devient terrible quand il regarde madame. Hier soir, dès que monsieur de Clammerand est arrivé, monsieur est sorti brusquement en disant qu'il avait à travailler. Une triomphante exclamation de monsieur Verduret interrompit madame Gipsy. Il était radieux. « Hein » dit-il à Prosper, oubliant sa mauvaise humeur de tout à l'heure. « Hein ? Qu'avais-je annoncé ?»« Il est certain, monsieur. » Ce malheureux homme s'est défié de son premier mouvement, je l'avais prévu. Il cherche maintenant, il guette des preuves à l'appui de votre lettre. Et quand je dis des preuves, il doit en avoir déjà. Ces dames sont-elles sorties hier ? Oui, une partie de la journée. Qu'a fait monsieur Fauvel ? Il est resté seul. Ces dames m'avaient emmené. Plus de doute, s'écria le gros homme. Il aura cherché et trouvé, pardieu. Des indices bien décisifs après votre lettre. Ah, Prosper, malheureux jeune homme, votre lettre anonyme nous fait bien du mal. Les réflexions de monsieur Verduret éclairèrent d'une lumière soudaine l'esprit de madame Gipsy. J'y suis, dit-elle. Monsieur Fauvel sait tout. C'est-à-dire qu'il croit tout savoir, hein, et ce qu'on lui a appris est plus affreux encore que la vérité. Alors, je m'explique l'ordre que monsieur Cavaillon prétend avoir surpris. Quel ordre ? Monsieur Cavaillon soutient avoir entendu monsieur Fauvel commander à son valet de chambre, monsieur Évariste, sous peine de renvoi immédiat, de ne remettre qu'à lui seul toutes les lettres qu'on apporterait à la maison, d'où qu'elles arrivassent et quelle que fût leur adresse. Si c'est ainsi, observa Prosper, dominé par son égoïsme fort compréhensible, si c'est ainsi, tout va être découvert, et il vaudrait mieux avouer. Une fois encore, un regard foudroyant de monsieur Verduret l'arrêta net. « À quel moment, demandait-il, le jeune Cavaillon a-t-il entendu donner cet ordre ?»« Hier, dans l'après-midi. »« Voilà ce que je redoutais, » s'écria monsieur Verduret. « Il est clair qu'à cette heure, son parti est pris, et que s'il dissimule, c'est qu'il veut se venger sûrement. Arriverons-nous à temps pour contrecarrer ses projets ? Est-il encore possible de nouer sur ses yeux un bandeau assez épais pour qu'il puisse croire à la fausseté de la lettre anonyme ? Il se tut. La folie, excusable d'ailleurs, de Prosper renversait le plan si simple que tout d'abord il avait conçu, et maintenant il demandait à son esprit alerte un suprême expédient. « Merci de vos renseignements, ma chère enfant, prononça-t-il enfin. Je vais aviser, car l'inaction serait horriblement dangereuse en ce moment. Vous, rentrez bien vite. Ne vous abusez pas, monsieur Fauvel suppose que vous êtes dans le secret. Ainsi, de la prudence, au moindre fait, si insignifiant qu'il soit. Un mot. » Mais Nina, ainsi congédiée, ne se retirait pas. « Et Caldas, monsieur ? » demanda-t-elle timidement. C'était la 3e fois depuis 15 jours que Prosper entendait prononcer ce nom. La première fois, c'était dans les couloirs de la préfecture de police. Un homme d'un certain âge, à figure respectable, l'avait murmuré à son oreille en lui promettant aide et protection. Une autre fois, le juge d'instruction le lui avait jeté à la face à propos de Gipsy. Ce nom, il l'avait cherché parmi les noms de tous les individus qu'il avait connus et oubliés, et il lui semblait qu'il devait se trouver mêlé à quelque grave aventure de sa vie. Mais laquelle ? Monsieur Verduret, lui, l'homme impassible, avait eu à ce nom un tressaillement nerveux aussitôt réprimé. « Je vous ai promis de vous le faire retrouver, » prononça-t-il. « Je tiendrai ma promesse. Au revoir. » Il était midi. Monsieur Verduret s'aperçut qu'il avait faim. Il appela madame Alexandre, et la puissante souveraine du grand archange eut bientôt disposé devant la fenêtre une petite table où prirent place Prosper et son protecteur. Mais ni un petit déjeuner fin cuisiné avec amour, ni les huîtres d'Ostende dignes du baron Brice, ni l'excellent vin pris derrière les fagots ne purent dérider monsieur Verduret. Aux questions empressées et câlines de madame Alexandre, il ne savait que répondre « Chut, chut, laissez-moi ». Pour la première fois depuis qu'il connaissait le gros homme,
Prosper surprenait sur son visage des traces d'inquiétude et d'hésitation, et les exclamations et les lambeaux de phrases qu'il laissait échapper trahissaient des incertitudes. L'anxiété de Prosper en redoubla, au point qu'il osa questionner. « Je vous ai mis dans un terrible embarras, monsieur ?» hasarda-t-il. « Oui, » répondit M. Verduret, « terrible est le mot. » Que faire ? Précipiter les événements ou les attendre ? Et je suis lié par des engagements sacrés. Allons, je ne sortirai pas de là sans le juge d'instruction. Il faut aller lui demander secours. Venez avec moi.